Bienvenue dans ce nouvel épisode de discussion. Je suis Myriam et j'ai le plaisir de discuter encore une fois avec Anna. Hello, plaisir partagé. Comment vas-tu, Anna? Très très bien, et toi? Super, super. Aujourd'hui, on va parler un peu de ROI. Gros sujet. Gros sujet quand on parle de l'IA. Non, c'est quelque chose qui revient très 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 souvent, comme tu t'en doutes. On vend toutes les deux comme des services qui sont liés à l'intelligence artificielle, donc souvent on se pose la question du retour sur investissement de Ouais. nos missions. Et c'est aussi un point sur lequel je pense qu'on est aussi beaucoup challengé. Euh, Moins par les clients que souvent. Moi, je suis très challengée dessus sur LinkedIn, par exemple, quand Mm. je présente des cas d'usage et que je montre, voilà, on a implémenté ça chez un client. Je sais que j'aurai souvent des commentaires de et du coup, c'est quoi le ROI précis Comment est-ce que vous l'avez mesuré? Où est-ce qu'on nous étiez? Moi, aujourd'hui, ma méthodologie elle est assez simple par rapport à ça. On mesure surtout le ROI en fonction de 3 critères. Et dans ces 3 critères, je ne fais pas entrer l'aspect monétaire. On en reparlera aussi plus tard dans cet épisode. Et grosso modo, mon premier critère, c'est le temps. On en a déjà parlé dans les derniers Mm. épisodes, mais le plus important pour moi à chaque fois, c'est de partir de cas d'usage concrets des clients. C'est typiquement quand on commence n'importe quelle mission et de me fournir un spreadsheet sur lequel ils me mettent exactement les tâches qu'ils font au quotidien et le temps passé sur chacune des tâches. Du coup, ce qui nous permet d'ailleurs de voir quelles sont les tâches qu'on automatise en priorité et surtout ce qui nous permet d'évaluer en fin de mission en fonction des tâches qu'on a automatisées, Mm. lesquelles finalement leur ont fait gagner combien de temps. Et du coup, en gros, on peut dire en toute objectivité que cette mission a fait gagner entre 15 et 30 heures par semaine aux équipes. Ce qui est souvent, pour le coup, très vendeur pour la suite. Et on voit aussi tout de suite l'impact. Mm. C'est aussi top pour l'adoption des équipes parce que quand elles voient qu'elles ont gagné 4 ou 5 heures, voire 15 heures sur certaines tâches, ensuite derrière elles sont beaucoup plus motivées pour continuer à implémenter de l'IA. Donc souvent c'est aussi un très bon vecteur de conduite de changement sur toutes les questions d'intelligence artificielle. Notre deuxième critère, c'est le taux d'adoption, forcément. C'est pour ça aussi que je suis toujours assez contre l'idée d'essayer d'automatiser des tâches beaucoup trop complexes et de partir plutôt de tâches simples, parce que je suis convaincue que plus la tâche est complexe, moins on comprend comment est-ce qu'on peut la corriger si la moindre chose casse, et du coup on finit par construire des flots alambiqué, super complexe et développé, mais dès lors qu'il est cassé, plus personne n'est là pour le réparer, donc le taux d'adoption est nul. En revanche, si on parle de concepts et de points qui sont très simples, du type, on en parlait dans un dernier épisode, mais intégrer une newsletter dans un CMS, c'est quelque chose qui est simple, c'est quelque chose qu'on peut corriger à tout moment, et c'est quelque chose qui est très tangible en termes de résultats. Donc du coup, le taux d'adoption est extrêmement important pour moi, et c'est pour ça aussi que j'insiste autant auprès des équipes de faire cette partie de feedback, notamment sur les outils comme Dust, parce que du coup, comme ils laissent les pouces à chaque utilisation, on sait aussi qui a utilisé quoi, et quels sont finalement les agents qui n'ont jamais été utilisés. Sinon, on n'a pas cette donnée-là. Donc l'adoption qui est extrêmement importante. Et le dernier critère, c'est forcément la qualité du travail et le taux de satisfaction. Moi, je considère que n'importe quel agent ou n'importe quel flow qu'on a créé doit satisfaire les équipes au minimum à 80%. Si le taux de satisfaction il est aux environs de 60%, alors là, ça veut dire qu'il y a un problème dans le flow. Ça veut dire qu'il faut créer des agents supplémentaires de contrôle. Ça veut dire que potentiellement, il faut retravailler le prompt initial, qu'il faut retravailler avec le feedback. Mais ça veut dire qu'il faut retravailler quelque chose. Ça veut dire que ce qu'on a fait ne nous convient pas. En revanche, dès lors qu'on atteint les 80%, ça veut dire que là, passer de 80 à 95, c'est beaucoup plus une question d'itération et de feedback. On en a déjà aussi parlé ensemble. Donc c'est plutôt ces questions-là qui m'intéressent. Et la question qui est aussi assez liée à ce taux de satisfaction, c'est est-ce que finalement le travail rendu reste aussi qualitatif que ce qui était rendu auparavant, ou est-ce qu'il a dégraissé, ce qui est aussi extrêmement important. Parce que si on automatise et que les équipes finalement font beaucoup plus de choses, mais le travail est bâclé, c'est pas du tout le travail, le rendu recherché. Donc c'est pour ça que aussi, est-ce que cette satisfaction par la personne qui utilise l'IA est suffisante, mais aussi est-ce qu'elle est suffisamment... Elle est aussi suffisante auprès des autres personnes, des personnes extérieures, et est-ce que finalement ces nouveaux flots conviennent à tout le monde. Donc c'est la satisfaction qui est assez importante pour nous. Ok. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même, finalement, on pourrait considérer le ROI selon 3 critères. Le temps, la qualité et l'argent. Et on va y revenir. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, alors le temps, je le vois pas encore beaucoup. Moi, je t'avoue, chez mes clients. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en phase de, on veut se servir de l'IA pour améliorer des choses. Et alors, ça
c'est peut-être variable parce qu'il y a peut-être certains agents, je t'ai parlé tout à l'heure des agents de propal par exemple, là oui, je pense qu'on gagne du temps, mais ce que j'ai surtout beaucoup vu, c'est des gains de qualité. Et du coup, ça, c'est pas forcément, pas toujours extrêmement tangible pour un calcul de ROI. Je vais te donner un exemple. Chez un cabinet de conseil, les juniors, souvent, le problème qu'il y a, c'est que ils utilisent trop l'IA Mm. pour tout et n'importe quoi. Pour dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire, machin, tiens, j'ai tel truc à faire. Et parfois, pas de manière qualitative. Et donc, et souvent, en fait, il faut presque les reformer aux compétences de base du conseil, donc le storytelling, le problem solving, enfin vraiment les bases. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on remet de l'IA par petites touches, de dire, ok, on vous déconseille d'utiliser l'IA à tort à travers. Surtout que maintenant, vous n'avez pas encore assez de recul pour savoir discerner quand c'est OK ou pas. Tu sais, on en parlait déjà précédemment. Il faut déjà avoir une certaine expertise pour pouvoir critiquer. En revanche, on va vous donner soit des agents, soit des prompts qui vont vous aider à augmenter votre sens critique. Donc l'IA va venir vous aider à challenger ce que vous avez fait. Elle va vous poser des questions. On va lui donner un deck, on va lui dire c'est quoi les 10 questions un peu pièges que va me poser le client, par exemple. Et donc, du coup, bah là, le ROI va vraiment, ça va vraiment être une mesure, enfin, je dirais, enfin, en tout cas, ce qui va être gagné, ça va être de la qualité, parce qu'ils vont produire quelque chose de plus qualitatif en étant aidés par l'IA, mais pas forcément gagner du temps. Et pour les consultants indépendants, je pense que c'est un mix de temps, effectivement, pour des choses assez énergivores comme produire des decks de formation, tu vois. Là où, en fait, tu peux très facilement réutiliser pas mal de choses si ton agent sait exactement ta méthode et tout, il peut faire des choses très bien. Mais souvent, ce qui va se passer aussi, c'est que y a cette notion de dilatation du temps. Bah, si tu as trop de temps, bah, tu vas peut-être travailler encore plus ta formation, faire des choses que tu faisais pas avant, tu vois, faire un peu de surenchère. Et un autre phénomène aussi que je vois beaucoup, chez les indépendants surtout, c'est se professionnaliser encore plus maintenant qu'on peut faire ça avec l'IA. Typiquement, il y a des choses qu'avant, seuls quelques indépendants, je dirais très 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 haut du panier, qui faisaient déjà entre 500 000 et 1 million d'euros par an, pouvaient se permettre. C'est-à-dire avoir les gens qui te font la prospection, les gens qui font le marketing, les gens qui... Bah maintenant, avec l'IA, on peut faire tout soi-même. Donc avoir un super workflow de prospection, des super agents de marketing, etc., etc. Et donc ça, bah, ça fait peut-être... Enfin, c'est des choses que tu n'aurais pas fait sans IA. Tu vois. Ouais. Donc tu fais ton job de manière beaucoup plus quali, mais en revanche, tu gagnes pas forcément du temps. Donc pour moi, voilà, c'est en ça que le ROI n'est pas facile à mesurer. Si je prends en compte ces deux facteurs-là, temps et qualité. Enfin non, si, je vois la qualité supérieure, mais en tout cas, je peux pas la mesurer en numéraire. Sur l'argent, ben, dans la plupart des cas, c'est un ROI négatif parce qu'on investit beaucoup dans les outils, les LLM, les Dust, les Gamma, enfin, tout un tas d'outils de transcription, etc., qui nous aident au quotidien, qu'on n'avait pas avant. Et en même temps, on n'a pas, on n'a pas forcément un retour sur investissement immédiat avec peut-être des nouveaux contrats. Alors pour certains, oui, tout de suite, mais c'est pas toujours facile, je trouve, à mesurer. Est-ce que c'est grâce à ce que tous les outils que j'ai des nouveaux clients? Enfin voilà, c'est une vraie question. Et puis il y a tout un temps d'adaptation aussi qui est assez intéressant parce que là,
je voudrais rebondir sur plusieurs choses, mais juste, je rebondis sur cette toute dernière idée. On a mis en place récemment avec ma cofondatrice sur Cash Confidence un flow de prospection. Du coup, il y avait un consultant, Claude, qui est venu et qui nous a dit, voilà, j'ai créé ce super flow qui va vous permettre de scraper toute personne qui interagit avec vos posts LinkedIn, qui va vous permettre de connaître toute personne similaire qui poste sur des sujets similaires et vous taguer automatiquement sur ces posts-là, et qui va vous créer un superbe dossier de prospection tiré du content. Mais il s'est trouvé que, donc, sur papier, l'idée était incroyable. Ma cofondatrice a testé l'idée depuis 2 jours. Elle m'a envoyé un super long pavé en disant « Non mais Anna, on va pas tester cet outil pendant 2 mois. Je pense que même une semaine, je ne tiendrai pas. C'est déjà cassé à telle reprise. Ça me demande... Lui, l'ingénieur me dit « Mais s'il te plaît, demande à Claude comment le corriger. » Moi, j'ai pas le temps de faire tout ça. Et en fait, ce qui paraissait magique sur papier en termes de prospection et de gain de temps, finalement, je ne vois pas du tout comment l'utiliser. Et le temps qu'il me faudrait de me former à tout ça et de comprendre ce flow complexe de prospection, finalement, j'ai tellement la flemme et tellement pas envie que je préférais faire de la prospection manuellement. Et je trouve que parfois, on promet aussi presque trop de par ces agents qui remplacent et qui augmentent surtout le freelance ou des structures plus petites sur tout ce qu'on pourrait faire en plus. Mais parfois aussi, ça peut être complètement contre-productif et finalement, on perd de l'argent. Ce qu'il m'a aussi dit, ce qui était assez intéressant, c'est que le freelance avait promis que ça nous coûterait maximum 100 € en outils par mois. Et il était en train de me dire, c'est là, en nombre de requêtes, comme en plus je dois en plus le recorriger tout le reste, on a déjà dépassé les 100 € en 2 jours. Et en fait, on a un contrôle qui est aussi différent sur ce type d'outils. Et je pense qu'il faut aussi faire attention avec les surpromesses. Absolument, ouais. Et ce que je trouvais intéressant avec ce que tu disais, c'est que tu as presque aussi un ROI de formation sur des profils comme dans le conseil, où finalement... ce que tu disais était extrêmement intéressant, que quand tu as un profil junior qui arrive dans une entreprise, aujourd'hui finalement il peut être formé aussi sur le fond et sur le métier et sur les bases de son métier grâce à l'IA, ce qui j'imagine aussi fait gagner beaucoup de temps à ses supérieurs et aux équipes autour. Et lui il va pas tant gagner du temps sur des tâches qu'il pourrait automatiser bêtement avec de l'IA, mais il va plutôt gagner du temps sur le savoir-faire de son métier. Et ça, je trouve ça hyper intéressant comme idée. Oui, absolument. Après, je trouve que c'est un des sujets qui sont le moins, comment dire, qui est peut-être sous-coté, alors que je pense qu'il y a des applications formidables. D'ailleurs, tu sais, Claude avait sorti une étude il y a quelque temps avec une espèce de spider, là. On voyait le potentiel par rapport au réel. Et c'était assez décrié. Et moi, j'avais publié celle du conseil, justement. Et c'était intéressant parce que sur cette partie de knowledge management et d'apprentissage, ce qui était fait était bien en deçà du potentiel. Maintenant, là où il faut faire très, très attention, encore une fois, c'est, comme on dit, garbage in, garbage out. Si tu délègues à l'IA de former tes juniors, mais que tu n'es pas bien certain de ce qu'elle produit, tu ne l'as pas bien nourri, encore une fois, de tout ce que savent les anciens, entre guillemets, les seniors, le résultat n'est pas bon. Donc, il faut vraiment... je pense que ça peut être formidable, mais il faut que ça passe par, encore une fois, un vrai travail d'explicitation du savoir-faire de l'entreprise et des métiers dans l'entreprise. C'est assez intéressant parce que je pense que ce qui en ressort surtout, c'est que l'IA n'est pas magique. Non. Qu'on aimerait qu'elle le soit et que c'est un peu un rêve dans lequel tout le monde aimerait croire. Et en fait, je pense aussi la science-fiction a aussi nourri un rêve d'une intelligence artificielle qui soit bien plus intelligente qu'elle ne l'est vraiment. Alors que son intelligence est finalement construite par l'intelligence humaine, et c'est parce que nous, on a notre intelligence, qu'on la nourrit suffisamment, qu'on est capable de la reproduire. Et du coup, ça ressort à la fois dans cet ROI de la formation, ça ressort aussi à chaque fois dans cet ROI monétaire. C'est pas parce que vous allez investir dans de l'IA que vous allez pouvoir gagner plein d'argent parce que vous allez soit vendre beaucoup plus, soit pouvoir aussi baisser en effectif, parce que ce n'est pas aussi le cas. Et en fait, je pense que c'est toute une question aussi de relativisation de cet ROI, de qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce qu'on voudrait en tirer. Et c'est bien aussi que tu dises que dans certains métiers, c'est pas le temps forcément sur lequel tu vas gagner, c'est plutôt... Je pense il y a presque un enjeu, et le principal ROI, c'est aussi d'être à jour sur ta profession aussi aujourd'hui, qui est aussi, je pense, un enjeu pour beaucoup. C'est cet aspect de
j'ai aussi peur d'être complètement out d'ici quelques années si je ne prends pas le pli de l'IA. Et finalement, je n'y vais pas en attendant un retour sur investissement immédiat, mais j'y vais plutôt sur le retour sur investissement sur le long terme, parce que je me rends compte que si je n'y vais pas, pour le coup, je vais perdre beaucoup plus que je n'y gagnerai. Oui, oui, tout à fait. T'as dit pas mal de choses, je pense, vraiment, enfin, qui résonnent pour moi sur effectivement cet investissement à long terme. Je pense que c'est important de le garder en tête. Et quand tu parlais de, on voudrait que l'IA soit magique, moi, encore une fois, ça me faisait penser à, tu sais, ces gens sur LinkedIn qui te promettent la lune et qui te disent, ah, j'ai passé 2 heures, nanana, et j'ai fait ça, et c'est extraordinaire, et machin. Bon, et ça crée beaucoup, encore une fois, beaucoup de faux mots chez tout le monde, de dire, oh là là, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Et du coup, toi, quand tu arrives en entreprise face à tes clients et que tu leur dis, bah, on va faire des choses, mais bah, on va faire ce qu'on peut, ils disent, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Et je pense qu'avec l'IA, encore plus qu'avec pas mal d'autres sujets, et c'est marrant parce que à chaque fois, je suis assez sidérée par les parallèles qu'il y a entre l'investissement financier, sujet que je porte avec le podcast, qui est assez depuis quelques temps, Cash Confidence en parallèle, et l'IA. En fait, on n'arrête pas de dire à toutes nos conférences en lien avec le podcast que il faut pas aller suivre la stratégie d'investissement de son voisin, et c'est pas parce que ton meilleur ami ou ta mère te disent qu'en fait c'est un mauvais placement qu'il faut arrêter, et en fait le meilleur investissement et la meilleure stratégie d'investissement c'est celle que tu fais par rapport à toi, à tes objectifs à toi. Et en fait c'est la même chose avec l'IA. Il faut pas aller chercher le super investissement dans tel content factory à 700 livrables parce que telle personne dit que c'est incroyable, ça a été commenté 1000 fois et tout le monde a l'air de vouloir faire ce truc, alors que dans les faits en fait personne ne l'aura appliqué. Mais on aura 1000 fois plus d'héroïs si on part de nos propres tâches qui nous prennent du temps, de notre propre why, de pourquoi est-ce qu'on fait ça, pour quelles raisons, pour se former parce qu'on a peur, pour répondre à des objectifs parce qu'on n'a pas assez de temps et on a besoin de faire beaucoup de tâches, ou parce que en fait il y a telle tâche qu'on déteste faire et qu'on voudrait automatiser parce que c'est ça qui nous ferait aussi gagner en confort de vie, et parce qu'on répondra finalement à des tâches qui répondent profondément à notre why, qu'on réussira à automatiser, qu'on aura finalement le plus gros ROI, parce qu'on aura répondu à nos problématiques à nous et pas à celles des autres. Donc c'est pour ça qu'en fait je pense que c'est pas LinkedIn, c'est une bonne inspiration pour voir ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre comme ce qu'on doit faire et ce que tout le monde fait. Exactement. Parce que c'est pas là-dessus qu'on arrivera à avoir le plus de retour pour soi. Top. Je sais pas si tu voulais rajouter des choses par rapport à ça. Non, mais écoute, je pense que en tout cas, on a bien échangé sur ce sujet. Merci encore. Merci encore, Myriam. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés dans ce nouvel épisode et qui nous suivent depuis le début de cette aventure. Et on se rejoint très prochainement pour un nouvel épisode.